faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau podcast NBA Extra. Ça y est, c'est la semaine qui compte le plus dans la saison, le début des finals dans la nuit de jeudi à vendredi. Ça sera évidemment sur beIN Sport. Tous les matchs seront à suivre sur beIN entre les Pacers et le Thunder. Aujourd'hui, on ne va pas vraiment vous parler des finals parce qu'il y aura une grande émission preview jeudi à 12h45 dans NBA Extra qui sera aussi à retrouver ensuite en replay sur YouTube. Mais aujourd'hui, je suis avec Baptiste Denis et on va parler de toute l'actualité autour de la NBA hors finals, c'est-à-dire surtout les rumeurs de trade et puis aussi faire un petit bilan de la saison des Knicks. Salut Baptiste. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous suivre. Ouais, je prends le côté de Jacques, mais non, c'est vrai qu'il y a toujours des choses à dire. C'est comme un peu avec les infos du PSG en Ligue des Champions. Il y a aussi un monde qui tourne autour et en NBA, il y a de quoi dire. Ouais, alors on va commencer. On fait déjà un rapide point sur la saison des Knicks. On trouvait que c'était important de le faire. Saison réussie ou pas, on rappelle le bilan en saison régulière, 51 victoires, 31 défaites. C'était seulement un succès de plus que la saison dernière où les hommes de Thibodeau avaient fait 50-32. Une finale de conférence perdue face à Indiana 4-2. Qu'est-ce que tu en penses toi Baptiste de cette saison? Les objectifs selon Jalen Brunson n'ont pas été remplis parce que lui il voulait aller au bout, mais on peut quand même je pense s'accorder pour dire que New York a fait bonne figure quand même cette saison en régulière et surtout en play-off. Bah ouais, c'est normal, je pense que Brunson dise qu'il voulait aller jouer une finale de NBA, mais finalement c'était un peu l'objectif je pense des Knicks en début de saison. Je pense qu'on les avait à peu près placés là, finale de conf à l'Est, ça fait encore un site de passé en plus par rapport aux années précédentes. En fait je crois que sur les 4 dernières années, ils évoluent d'un seed en plus. Ils sont partis de 0 il y a 4 ans et maintenant ils sont en finale de conf. Alors on va revenir sur cette off-season. Il y avait eu beaucoup de changements, je pense. Mais moi, je trouve que New York s'en est quand même pas si mal sorti. Forcément, il y a des regrets parce que tu élimines le champion et que derrière, tu perds contre Indiana, qui est évidemment une très grande équipe, mais on aurait pu imaginer les voir en finale. Non, moi, ce serait dur de dire que c'est une saison ratée quand même pour les Knicks. Je sais pas ce que t'en penses toi Nico, mais... Non, c'est pas une saison ratée. On les voyait même moins bons que ça à un moment dans la saison avec tous leurs problèmes défensifs. Notamment le coach. Ouais, c'est ça. qui a toujours été dur avec eux. Exactement. Et il y a un moment, on pensait que ça allait quand même pas très bien se passer en play-off. Et c'est vrai que l'élimination le fait d'éliminer Boston, ça avait mis, je pense, un énorme coup de lumière sur cette équipe. Après, je trouve qu'avec leur recrutement et l'argent investi, c'est quand même l'une des plus grosses masses salariales de la NBA. Finalement, les finales de conférence, c'était l'objectif minimum que tu devais attendre parce que quand tu recrutes, alors la saison dernière OG Anunoby, mais que tu prolonges ensuite très cher, que tu donnes 5 premiers tours de draft pour Mikal Bridges, ça c'est un sacré pari. On va revenir surtout là-dessus en fait. Ouais, c'est ça, c'est énorme. T'as le contrat de Karl Anthony Towns qui est le joueur le plus payé de cet effectif. Heureusement, Jalen Brunson a prolongé pour un montant plus bas que ce qu'il aurait pu auquel il c'est vrai que j'étais assez surpris qu'en fait il soit, je crois que finalement que le 3e salaire de l'effectif il y a 4 et Anunoby devant Brunson et donc finalement t'as quand même eu beaucoup d'argent et les finales de conférence c'est un top objectif, mais je me demande si avec ce groupe-là, avec ce qu'ils ont montré, est-ce qu'on n'a pas déjà atteint le plafond en fait pour cette équipe? C'est les questions que se posent aussi de ce que j'ai vu les médias américains beaucoup, et la question qui revient souvent c'est de demander est-ce que la paire Brunson-Cat peut aller plus haut. J'ai lu des articles notamment de The Athletic qui avait un truc assez poussé là-dessus, qui disait qu'il y avait eu quand même pas mal de tensions en interne tout au long de la saison, et notamment sur Cat où on dit que il défend pas si bien que ça, que ce soit Thibodeau ou ses coéquipiers, je sais pas, hein, c'est des rumeurs, mais bon. Non, mais ça c'est ce qui est pas mal ressorti de la presse américaine juste après la défaite d'ailleurs, donc c'est pas des choses je pense qui sont inventées. Non. C'est des choses qu'on a attendu que les Knicks soient éliminés pour révéler
peut-être les sources de tension, ce qui est pas plus mal d'ailleurs. C'est pas plus mal. Ouais, c'est pas plus mal d'attendre que ce soit regardé. terminé. Parce que effectivement, je crois que surtout les lectures, la communication de Kat en défense, ça a posé problème à certains de ses coéquipiers. Que les deux joueurs ont souvent eu des problèmes de faute assez rapidement parce que les équipes adverses, que ce soit Indiana ou même Boston avant, ont très bien ciblé ces problèmes-là. Ce sont des joueurs incroyables en attaque. Mais en défense, des fois, Bronson est assez petit finalement, même si il est costaud aussi. Kat a aussi tout ce qui est sur pick and roll, sur des fois même des absences vraiment claires en défense. Donc je pense que c'est ça qu'il va falloir changer, mais en même temps, quand je vois l'effectif, je vois pas trop qui changer en fait. Enfin, je trouverais ça dommage de briser ce duo au bout d'une saison, alors que tu es allé en finale de conf et qu'il y a quand même de belles choses. Donc je sais pas. Alors voilà, je pense qu'après il faut peut-être se tourner vers Mikal Bridges qui lui aussi a joué qu'une saison. Mais il y a un gros salaire, c'est peut-être plutôt vers lui qu'il faut se tourner s'il faut changer quelque chose, selon moi. Le problème avec Mikal Bridges, c'est que je pense que tu récupéreras jamais ce que tu as misé sur lui. Ouais, c'est ça. Et j'ai regardé, et New York, ils ont quasiment plus de tours de draft sur les années à venir. Et ils ont 128 millions de dollars par saison engagés sur le trio Bronson, Towns et Anunoby. Donc je crois que j'avais même vu, c'est 93% de la masse salariale sur 6 joueurs. Ouais, c'est ça. Oui, si tu rajoutes Bridges, si tu rajoutes Robinson, Mitchell Robinson et Josh Hart. Qui en fait le 5 les 6 ont joué s'il y a eu les rotations avec Thibodeau. Mais ouais, je pense que c'est à l'image aussi justement de cette équipe qui joue avec une rotation très faible en fait. Et pour moi, le problème des Knicks, c'est peut-être pas de changer le 5, mais c'est d'apporter un effectif plus étoffé. Je pense qu'on l'a vu face à Indiana finalement. C'est la longueur de banc peut-être qui a pêché au bout d'un moment, et encore Thibodeau l'a compris au milieu de la série en faisant plus de rotation. Et pour en revenir sur Bronson et Kat, ok, en défense, c'est vrai qu'il y a des absences, il y a des choses qui sont à corriger. Après, je sais même pas si Kat peut vraiment corriger ces absences, parce que des fois, c'est juste, je pense, des problèmes de compréhension de rotation, en défense je parle, parce qu'en attaque c'est vraiment mais quand t'es ciblé qui sait faire les bons choix. T'es ciblé, mais des fois tu peux rien y faire. Ouais, bien sûr, mais tu as des rotations défensives qui sont ratées, des absences, des fois sur des pick and roll où alors après c'est peut-être des consignes de Thibodeau, mais tu le vois dropper, reculer très bas, alors qu'on sait très bien que Miles Turner il va prendre le shoot à 3 points face au panier. Mais moi, ce qui m'a plus dérangé, je trouve, parfois sur la saison des Knicks, c'est que j'ai pas, en tout cas surtout en play-off, mais j'ai pas souvent trouvé que Bronson et Towns étaient bons offensivement ensemble, en même temps. Ouais, c'est vrai. Souvent, quand il y en avait un sur le banc et l'autre sur le parquet, ça fonctionnait très bien. Mais quand les deux étaient associés... C'est-à-dire en fin de match. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était moins bien. Et surtout, tu vois que je trouve que les deux, en fait, jouent très très peu ensemble. Ça veut dire, mais parce qu'il y a eu des problèmes de faute aussi. Ouais, peut-être. Sur la fin de match. Mais tu vois jamais, tu vois jamais Bronson faire des pick and roll avec Karl Anthony Towns, en fait. Tu vois, il y a rien. Alors que tu pourrais tenter, tu pourrais faire rouler 4 vers le cercle. Ça pourrait se servir à le mettre en position dos au panier. Il a un super shoot à 3 points. Il adore faire du catch and shoot. Il adore arriver en trailer. Là, tu pourrais faire peut-être du pick and pop, comme ce que fait beaucoup Indiana avec Haliburton et Turner. En fait, tu vois jamais les deux finalement échanger le ballon ensemble. C'est très rare. Je crois que j'avais vu la stat, c'est ils s'échangent 5 passes. Décisive, ou je sais plus si c'est décisif ou pas d'ailleurs, mais 5 passes par match. Non, mais ça m'étonne pas. Je pense pas que ça soit décisif. Je pense que c'est des passes tout court. Ça me paraît vraiment pas beaucoup du coup. Ça me paraît très peu. Mais après, c'est vrai que Bronson ne fait pas beaucoup de passes décisives et Towns non plus. Donc 6 entre eux, je pense que ça doit pas être ça. Mais tu vois qu'en fait... c'est vrai qu'ils ont deux profils qui pourraient être compatibles, comme tu dis, tout ce qui est pick and pop, etc. Je pense que l'utilisation de Towns, elle est à améliorer, parce qu'en fait, à chaque fois que Towns, tu le vois marquer des paniers, en général, soit c'est parce qu'il y a un moment, il va se retrouver ouvert, mais en général, c'est souvent des exploits personnels, c'est-à-dire... un peu à la Karl Anthony Towns d'ailleurs, pas toujours très gracieux, pas toujours très académique, mais il s'en sort toujours d'une manière ou d'une autre pour réussir à marquer près du cercle. Et c'est un vrai point fort que Thibodeau a utilisé, mais c'est quasiment tout le temps sur l'isolation. Et c'est jamais... c'est très rarement bien construit, et souvent à la base c'est pas Jalen Brunson qui va créer ce genre de choses. Il va créer beaucoup pour les autres, Brunson, pour lui-même aussi, mais je trouve pas qu'en fait il ait créé énormément d'espace pour Karl Anthony Towns. Je suis d'accord avec toi. L'autre truc qu'on pourrait se demander, c'est est-ce que, et c'est ce que Thibodeau du coup a fait un peu sur les derniers matchs,
en faisant jouer Mitchell Robinson. Est-ce que ça, c'est pas aussi un axe pour les Knicks si c'est dur justement d'étoffer un peu, au moins voilà, jouer avec 2 gros intérieurs. On sait que c'est un peu la mode, on va le voir sûrement là pendant les finales. Je sais pas. En tout cas, Mitchell Robinson a vraiment prouvé là que c'était un joueur, je pense qu'on le savait déjà, mais il est revenu de blessure cette saison petit à petit. J'ai vu il était qu'à 13 millions de dollars en salaire. Enfin voilà, je pense que New York doit peut-être envisager de le garder aussi et de miser sur lui. Le souci avec Mitchell Robinson, c'est que si tu pars avec lui titulaire sur la saison, en fait, il y a de grandes chances qu'il se blesse à un moment. C'est un joueur qui s'est blessé énormément depuis le début de sa carrière NBA. Et son physique, ça reste un gros point d'interrogation, ce qui est dommage parce qu'il pourrait effectivement avoir un plus grand rôle. Mais tu vois, un Mitchell Robinson à 30 minutes de moyenne sur la saison, je pense qu'il tient pas la route et qu'en playoff, il est absent ou sur une jambe. Donc je sais pas. C'est quoi pour toi du coup là les solutions pour Leon Rose je sais pas. Selon Shams Charania, New York a prévu d'être agressif cet été, mais vu ce qu'il y a en magasin pour le président de New York, ça va pas être simple. Tu vois, là, j'ai regardé sur la saison prochaine, New York, ça sera la 5e masse salariale, tout en sachant que Landry Shamet, Delon Wright, Precious Achiuwa et Cameron Payne, sont free agent. Donc les quatre pourraient quitter New York, et New York serait toujours la 5e masse salariale de la NBA. C'est donc tu n'as aucune marge de manœuvre quasiment pour améliorer le groupe, sauf faire un trade. Et alors peut-être Mikal Bridges, mais qui touche un peu moins de 30 millions, donc c'est peu et beaucoup à la fois. Puis qui va miser sur un Mikal Bridges? Et c'est ça. Pas non plus. Moi, encore une fois, je trouve que c'est dur de lui taper dessus dans ces playoffs. Non pas juste pour même ces 2 interceptions gagnantes face à Boston. Je pense qu'il a montré son jeu à parfois avec des beaux petits tirs mid-range qui rentraient quand même. Il a manqué évidemment un petit peu de régularité et de constance, mais moi je suis du genre un peu à de toute façon essayer d'aller dans cette régularité et de pas trop changer. Mais il faudrait peut-être trouver juste des free agents, vu qu'il y en a qui vont partir, pour engrossir un petit peu cet effectif. Et je pense qu'il y a quand même des joueurs qui peuvent être intéressés par ça. Il faut voir. Mais c'est sûr qu'ils ne coûteront pas très cher, dans tous les cas. C'est ça, tu vas devoir les payer au minimum vétéran. Ce qui est certain, c'est que a priori, personne à New York, finalement, n'est intouchable, à part Tom Thibodeau et Jalen Brunson. Mais moi, je pense que, tu vois, Karl Anthony Towns, il n'est pas totalement sûr de jouer à New York la saison prochaine. Il y a forcément le serpent de mer Giannis qui rôde par là. Giannis, il a à peu près le salaire de Karl Anthony Towns, en fait. Et que c'est le seul joueur, en fait, avec qui tu peux faire matcher quelque chose pour récupérer Giannis. Sinon, tu n'arriveras pas à le faire venir. Si jamais tu as possibilité de faire venir Giannis Antetokounmpo contre Karl Anthony Towns, plus peut-être encore les quelques tours de draft qui te restent, il faut y aller. Sinon, je pense que cet effectif, il ne doit pas bouger. Il faut lui redonner un shot pour la saison prochaine. Parce qu'en fait, à part ajouter un joueur comme Giannis, je suis pas sûr que tu puisses vraiment améliorer en fait grandement ton 5 de départ. C'est surtout sur le banc que tu vas pouvoir potentiellement faire des ajustements. Après, c'est toujours pareil en fait. Le banc, même si tu as des joueurs qui sont bons ou qui ont des choses à montrer, Tom Thibodeau, on a bien vu. Alors là, cette fois, cette année, vraiment dos au mur, il a fait confiance à des joueurs. Mais tu vois, toute la saison, on s'est dit qu'il n'utilisait pas assez son banc. Certains nous répondaient oui, mais c'est parce que les joueurs du banc ne donnent pas satisfaction. On a bien vu quand même qu'un joueur comme Landry Shamet peut apporter un peu de défense et surtout du shoot extérieur, ce qui parfois manquait quand même aux Knicks. Et c'est un joueur qui peut être régulier. Après, Landry Shamet, ses playoffs, le peu de temps qu'il a joué, il n'a pas toujours été exceptionnel. Mais quand tu n'as quasiment pas joué de la saison et qu'après on te demande en playoff au très très haut niveau d'être productif, c'est pas toujours ça. Moi, j'ai préféré par exemple les performances de Shamet à celles de Delon Wright, qui avait quand même pas mal de déchets dans son jeu, même si au moins il permettait à Jalen Brunson de souffler parfois 5 minutes consécutives sur le banc. Et des fois, tu voyais Brunson sortir début du deuxième quart-temps, et il revenait qu'à 4 minutes de la mi-temps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne chose. Mais bon, pour moi, c'est trop faible. Faut se le dire clairement. C'est pas avec ça. Et vraiment, je leur dis, Indiana, je trouve qu'ils ont prouvé. Avec des bons petits joueurs en backup, c'est beaucoup plus solide. On verra. Pour Giannis,
T'as raison. Je pense que oui, c'est le seul joueur qui peut. Enfin, de toute façon, c'est ce que tout le monde se les 29 dit, bien équipes sûr. et même Milwaukee se dit, il n'y a pas mieux pour l'instant, et je pense qu'on va en revenir. C'est pour ça que le marché des transferts pour l'instant ne bouge pas, parce qu'on attend tous de savoir où va aller Giannis. Mais oui, j'ai vu en tout cas que en termes de salaire, ce serait possible. Donc ça serait juste, mais possible. Un peu comme Boston aussi, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Giannis pourrait aller à Boston. Exactement. On peut J'y crois pas trop, mais ouais, il y a ESPN qui disait que Boston avait un intérêt pour Giannis Antetokounmpo. Alors on peut commencer à traiter Boston et après on peut embrayer sur Toronto. Mais le deal en fait qui serait mis sur la table pour Boston, si jamais ça pouvait se faire, ça serait déjà de trader en échange Jaylen Brown. Ça, c'est obligatoire pour refaire matcher les salaires. Et en plus, après, il faut certainement donner soit un Derek White, soit un Peyton Pritchard, peut-être un Jrue Holiday si ça intéresse Milwaukee de récupérer son ancien joueur, c'est pas sûr. Et en attendant, Giannis, dans une nouvelle équipe de Boston où il y aurait plus de Jason Tatum pour la saison prochaine, plus de Jaylen Brown et peut-être un joueur important comme White ou Pritchard absent, aussi parti. Est-ce que tu fais de Boston, là, tu vois, dès la saison prochaine, un candidat au titre avec Giannis, mais sans Jaylen Brown, sans Jason Tatum et sans un Derek White? Je sais pas. La situation serait pas forcément bien meilleure pour lui qu'elle l'est à si, elle serait meilleure qu'à Milwaukee. Mais ça serait quand même, tu partirais de loin et tu sais qu'en 2026, a priori, Boston n'a pas vraiment de chance d'être champion. Ouais. Ça serait plus sur du long terme. Surtout avec la blessure de Tatum, quoi. Ça va être une saison encore où on va dire est-ce que déjà il va revenir, machin. Giannis, il va prendre ses marques. Enfin, je sais pas, j'y crois pas. Puis même que lui vienne à Boston, ça va pas. Mais de toute façon, alors, apparemment, il dirait qu'il veut rester dans la conférence Est, mais toutes les possibilités que je vois, je sais pas, j'y crois pas parce que soit il va dans une grosse équipe et, comme je te dis, là, Boston, il y a un truc qui va pas, soit c'est une équipe de reconstruction, mais pour moi, c'est à peu près la même chose que les Bucks, et en plus, c'est des petits marchés. Je sais pas, peut-être qu'il veut ça, Giannis, en tout cas, il a prouvé que Milwaukee, ça lui allait bien. Mais quand je vois Toronto, qu'est-ce qu'il y a de plus ? Alors, c'est un marché à part, je pense, Toronto, parce qu'il y a quand même une ville derrière et tout, mais il y aura quelques joueurs autour. Hein. On parle donc peut-être d'un échange par rapport à R.J. Barrett ou Scottie Barnes, faut voir. Moi, ça me semble impossible que les Raptors... D'ailleurs, l'info, elle vient de la presse canadienne. Je ne sais pas si c'est la plus informée. Ça a été encore aussi approuvé par ce Brian Windhorst. Brian Windhorst d'ESPN. Qui valide toutes les rumeurs en ce moment. Donc Toronto, apparemment, qui voudrait une superstar, qui voudrait vraiment accélérer le projet, qui voudrait remonter dans la conférence Est. Mais ce trade, je pense qu'il peut avoir lieu que si en échange tu donnes à minima Scottie Barnes plus R.J. Barrett ou Grady Dick, des tours de draft. Mais ça veut dire que juste R.J. Barrett, quoi. C'est impossible. Enfin, faut voir les offres qu'il y aura des autres équipes parce que quasiment tout le monde va faire une offre en fait pour Giannis Antetokounmpo. Je vois pas dans quel monde. Dans tous les cas, Milwaukee va être un peu perdant. Oui, dans tous les cas, il risque d'être perdant. Mais à quel moment tu récupères juste. Enfin, ça dépend perdant oui et non. Si tu sais que t'as pas d'avenir avec Giannis parce que ton équipe est en fin de cycle. Je veux dire sur le papier à leur H. Exactement. Ah oui, bien sûr, Milwaukee et potentiellement la saison prochaine joue même pas les playoffs. Mais tu peux pas échanger Giannis contre R.J. Barrett, même s'il y a 8 tours de draft après, c'est insuffisant. Donc ça veut dire que Giannis potentiellement il joue à Toronto, mais il y a pas Scottie Barnes. Oui, t'as une meilleure équipe pour les Raptors, mais c'est quand même encore loin. Je trouve que t'es encore loin du compte. Non, mais t'as Ingram, Quickley, Jakob Poeltl qui a fait une bonne saison. Il y a une petite base un peu plus que Brooklyn, qui est aussi qui serait la deuxième équipe la plus en avance à l'Est. Alors là encore, c'est une idée de reconstruction dans un plus gros marché. Mais je sais pas, je vois pas... franchement, je ne sais pas. Et même à l'Ouest, il y a beaucoup de rumeurs aussi. Donc après, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, on attend la décision. Peut-être qu'il va même rester à Milwaukee, je sais pas. De toute façon, je pense qu'il a déjà discuté avec les dirigeants de Milwaukee. Ça va aussi être en fonction des offres que Milwaukee reçoit. Je sais qu'on dit beaucoup que oui, il a des préférences. Même s'il a une très bonne relation avec les dirigeants des Bucks, il y a un moment où Milwaukee va juste prendre la meilleure offre possible. Peut-être qu'ils négocieront en priorité avec des destinations qui plaisent à Giannis.
Mais en fin de compte, là, en fait, en échangeant Giannis, Milwaukee, potentiellement, c'est une équipe qui va être en difficulté, qui jouera plus les premiers rôles pendant à minima 4-5 ans. Alors, ça peut toujours aller vite, une reconstruction, mais des fois, on voit que ça prend beaucoup de temps, surtout pour un petit marché qui ne peut pas attirer d'agents libres. Donc, potentiellement, tu ne vois pas Milwaukee, tu vois, sur le devant de la scène pendant 10 ans, tu vois. Pendant 10 ans, les fans des Bucks, ils vont espérer peut-être 1 ou 2 victoires en play-off quand il n'y aura plus Giannis. Donc, c'est quand même une très, très lourde décision à prendre. Et tu ne peux pas juste faire plaisir à Giannis, lui faire un cadeau. Comme on a été champion en 2021, on va t'envoyer dans une destination qui te plaît, même si la contrepartie est pas bonne pour nous. La vérité, c'est que quand tu as une superstar comme Giannis qui va avoir 31 ans et qui est l'un des joueurs les mieux payés de la NBA, il faut trouver déjà des salaires, il faut pouvoir payer, échanger des joueurs qui matchent à peu près en salaire, soit être une équipe qui a, millions, soit être une équipe qui a beaucoup de cap dans sa masse salariale, mais du coup, en général, bon, on l'a vu avec Indiana et Oklahoma City, c'est pas toujours le cas, mais en général, quand tu as beaucoup de place sous le cap, tu fais pas partie des meilleures franchises dans la ligue. Donc, franchement, c'est assez incertain. Ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui va déclencher vraiment toute la free agency. Ça ouvre officiellement le 6 juillet. Mais à partir de ce moment-là, au moment où Giannis va prendre sa décision, et s'il y a un trade qui est mis en place, tout va exploser, je pense. En fait, c'est le premier domino d'une très longue suite qui va commencer à tomber. Et c'est pour ça que... Ouais, exactement. Et c'est pour ça que il y a beaucoup d'insiders actuellement en NBA qui disent que ça pourrait vraiment être une intersaison monumentale parce qu'effectivement, tu as Giannis, tu as KD, mais tu vois, la signature de KD, je sais pas, par exemple à Houston, ça peut aussi entraîner plein de choses à côté. Donc ça va vraiment être sympa à suivre. Je sais pas s'il y a sur des gros trades comme ça, des échanges comme ça, il y avait autant d'équipes qui là sont prêtes à dégainer, quoi, entre guillemets, et prêtes à vouloir ça. Je sais pas. Pour finir, peut-être sur Giannis, j'ai vu un truc avec les Warriors qui aussi pourrait... ça fait longtemps, même avant que Butler arrive, on en parlait. Mais là, il y a une proposition qui a été faite par un journaliste et il garderait Curry et Butler en plus. Je la donne comme ça et puis tu me diras si c'est possible. Donc les Golden State récupéraient Giannis. Milwaukee recevrait Podziemski, Moody, Trace Jackson-Davis, Gary Payton 2, Patrick Williams et plein de tours de draft. Et Chicago, juste Kuminga. Ça me paraît peut-être là où... Ouais, un deal à 3, ouais, c'est ça. Avec pas parce que je voyais parce que c'est Patrick Williams dans l'histoire. Ouais, mais voilà, okay. Mais souvent, en fait, on peut même pas imaginer ce qui arrive en NBA. Et c'est ça qui est beau dans les trades, souvent, c'est que c'est des triangles, des trucs comme ça. Et tout peut vraiment arriver pour moi. Du coup, Milwaukee qui récupérerait Moody, Podziemski, Jackson Davis. Ouais, ça fait beaucoup. Et Gary Payton, tout. En vrai, en fait, ça dépend de ce qu'ils pensent de Parce que ça leur fait plus grand monde. Ouais, ça fait plus grand monde. Et puis pour Milwaukee, moi, je pense que le plus important, c'est d'avoir beaucoup de tours de draft déjà. Et des joueurs vraiment à développer. Tu sais jamais... Tu vois, même des pics, tu sais, qui sont entre la 10e, la 20e place, sur le papier, ça te fait pas rêver. Mais... tu as beaucoup de très bons joueurs finalement dans ces zones-là. Que des first round sur des années assez... C'est important d'avoir... il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de tours de draft. Quand on en reparlait de Michael Bridges, tu as 4 premiers tours plus un swap pick. Donc tu as 5 premiers tours pour Bridges. Dans ces conditions-là, Milwaukee, à minima, ils doivent avoir au moins 4 ou 5 premiers tours aussi. Quoi. Après, tu peux pas en demander 8 non plus ou 10, mais le trade de Bridges, il a un peu déréglé, je trouve. Ou alors les Knicks se sont fait enfler. Il a vu ça. C'est énorme. Ouais. Les Knicks, ils n'ont quasiment plus aucun premier tour sur les années à venir. Donc ça, c'est encore une fois pareil pour monter des échanges quand tu n'as plus de tour de draft. Ça, d'ailleurs, c'est revenu aux Nets. Et les Nets ont beaucoup de tours de draft. Brooklyn, ils en ont beaucoup. Ouais, Brooklyn, tu vois, potentiellement, les tours... oui. Mais après, que valent aussi les tours de New York? C'est toujours pareil. Mais c'est vrai que c'est un sacré bazar. Ce qui est sûr, en tout cas, moi, j'aimerais vraiment qu'il reste dans la conférence Est, déjà pour la compétitivité de la conférence. Surtout. Et aussi parce que je le verrais bien. Moi, j'aimerais bien qu'il signe 8, tu vois. Relancer un peu la franchise. Le problème, c'est que Miami a quasiment rien à donner. Donc, je sais pas. Ça dépend ce que lui va vouloir, mais ça dépend surtout vraiment de ce que Milwaukee va décider. Je pense qu'on va être surpris, moi. Il y a aussi la possibilité qu'il reste et que Milwaukee reconstruise la saison prochaine une équipe à minima intéressante, parce que le truc, c'est que tu as Lillard
qui sera la saison prochaine le deuxième joueur le mieux payé de la NBA, avec une rupture du tendon d'Achille. Voilà, qui va partir blessé une bonne partie de la saison, mais voire il jouera toute pas, la saison. Il jouera pas. Je pense que c'est impossible qu'il joue la saison prochaine. Il a encore 2 ans de contrat. La deuxième année, la dernière année qu'il aurait, je crois, elle est à 60 millions. Puis il est plus tout jeune. Ouais, c'est ça. Mais par contre, c'est que tous les autres joueurs de Milwaukee sont free agents. J'ai vu Kyle Kuzma qui faisait un peu de... Il y a que Kyle Kuzma. En gros, il y a que Kuzma, Giannis reste. Non, mais il y a que Giannis, Kuzma et Lillard la saison prochaine sous contrat Milwaukee. Oui. Tout le reste est free agent. Ça veut dire que Milwaukee va devoir potentiellement reconstruire totalement son groupe. Ouais. Mais si tu arrives à faire 2-3 bonnes pioches, tu peux aussi... De toute façon, quand tu as Giannis dans la conférence Est, tu peux partir du principe que tu vas jouer à minima le haut du play-in et même peut-être le top 6. Quoi, ça semble ouvert l'année prochaine. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, si tu arrives à construire une équipe cohérente, je pense, autour de Giannis, tu as un gars qui tourne quasiment en 30 points, 9 rebonds. Enfin, je sais pas les stats de cette saison de Giannis, mais c'est plus de 30 points, c'est plus de 10 rebonds et c'est, je crois, 5 passes. Tu vois. Enfin, c'est ça. De Minitel. Ouais, non, mais là, c'est du 30-10-5 à peu près, Giannis. Ouais. Donc, c'est pas impossible non plus qu'il reste à Milwaukee, mais j'ai l'impression que tout le monde a envie de le voir bouger pour que ça redistribue un peu les cartes. Évidemment. Mais les fans des Bucks, je pense, évidemment, et Kuzma aussi voudraient qu'il reste dans le vice. Mais c'est vrai que là, les dernières saisons, ça paraît poussif. On a essayé Lillard. Je pense que c'est le moment de changer pour Milwaukee. Il leur a rapporté un titre, quand même, faudra pas l'oublier. Et je pense que 31 ans, c'est le moment pour lui d'essayer autre chose. C'est rare maintenant de voir des joueurs rester dans la même franchise toute leur carrière. Ce qui est sûr, c'est que pour Milwaukee, c'est sûrement le bon moment pour les changer. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Le coup de massue de la blessure de Lillard, ça change tout parce que même si Milwaukee, tu gagne pas, tu peux pas gagner le titre tester une dernière fois. C'est ça. Tu vois, même si ça n'a pas marché cette saison, tu pouvais retenter l'année prochaine. Là, tu pourras rien retenter. Tu pourras pas. T'as aucune chance d'être champion avec cette équipe, avec ce duo, puisqu'il en manque un des deux. Donc, je pense qu'il y a quand même sur le bouton. Beaucoup de franchises qui ont l'exemple de Oklahoma en tête. Ça a pris plusieurs années, mais la reconstruction par des pics de draft en prenant son temps, je pense que c'est quelque chose qui marche en NBA. Il faut juste être patient. Mais on le voit, Oklahoma, en 2012, ils avaient Durant, Westbrook et Harden. Ils ont tout cassé et il leur a fallu quand même un peu plus de 10 ans, mais ils sont retournés en finale. Donc voilà, faut pas être dans l'instant présent, mais... Ils ont tout cassé, mais ils ont surtout vu Kevin Durant partir s'engager librement à Golden State, parce que sinon, à la base, Kevin Durant, Oklahoma espérait le garder en 2016, si je dis pas de... Ouais, c'est ça, en 2016. Oui, mais après, ça marche pour le Thunder. Justement, il lui reste combien d'années de contrat, Giannis? Une seule, non? Ah non, je crois qu'il en a plus que ça. Il en a plus que ça? Non, il a au moins 2 ou 3 années. Je crois qu'il a 3 ans. Ok. Ouais, il a un minima 2, mais je crois que c'est même 3 ans encore de contrat. Ouais. Donc en fait, l'équipe qui récupère Giannis, entre guillemets, l'avenir, il est quand même assez verrouillé pour le grec. Ouais, c'est ça. Mais dans l'idée de vouloir tout caster, même si des fois c'est les aléas. Et à l'inverse, ils ont eu Shai un peu... j'ai pas envie de dire par chance, mais voilà, c'est des opportunités de trade et voilà, je pense que c'est quelque chose d'intéressant en NBA en tout cas. Je vois qu'on a quand même pas mal parlé déjà, on est quasiment à la demi-heure, on va aborder quelques autres... on est aussi bavard que le coach ou Chris. Alors. On va aborder quelques autres infos. Moi, il y a une rumeur qui me plaît bien, c'est que Détroit serait intéressé par Naz Reid ou Miles Turner pour cet été. Naz Reid, il va décliner sa player option à Minnesota, donc il va être agent libre. Miles Turner, lui, il est free agent cet été. Donc, il faut savoir aussi que les Pistons ont énormément d'argent à dépenser cet été. C'est une des équipes qui a le plus de place sous le cap. C'est une équipe aussi très ambitieuse et c'est aussi une formation qui a pour free agent Tim Hardaway, Dennis Schroeder, Malik Beasley et Paul Reed. Donc on pourrait avoir des Pistons quand même assez différents la saison prochaine, même si du côté de la direction, ils ont l'air de dire qu'ils veulent assurer de la continuité. Il y a quand même beaucoup de choix à faire. Et je pense qu'ils vont lâcher en tout cas, ils vont vraiment tenter leur chance et ils vont faire des grosses offres à Naz Reid et Miles Turner. Entre les deux, moi, je verrais vraiment beaucoup plus Naz Reid que Miles Turner. Déjà parce que pour moi, Miles Turner, il a quand même plus le profil de Jalen Duren, même si...
pas le profil, mais c'est des postes 5, alors que pour moi, Nasrid est un poste 4 et il fitterait mieux avec Jalen Duren. Aussi parce que Indiana, je pense, va essayer de garder Miles Turner, même si ils vont sûrement devoir doubler son salaire qui est assez bas pour l'instant et peut-être dépasser la luxury tax. On avait parlé de ça avec Fred l'autre jour. Ça ferait depuis 2005 c'est pas arrivé à Indianapolis. Mais voilà, ouais, Nasrid, je pense il va être très demandé, très recherché, peut-être pas autant qu'Yanis cet été, mais c'est un très bon coup, hein. Il est à 15 millions l'année. J'ai vu que beaucoup l'envoyaient aussi aux Warriors, je sais pas, je dis ça pour tout le monde aussi. Mais ouais, c'est un profil très intéressant qui peut jouer même presque 3 des fois. Alors lui, je pense que ses ambitions, c'est de plus être 6e homme. Comme il l'est actuellement à Minnesota. Donc il faudra qu'il prouve ça aussi quand même, parce que ses playoffs ont été un petit peu décevants selon moi. Je pense que c'est un peu le premier Wolves qui a déçu cette saison. Et c'est peut-être aussi pour ça que Minnesota, parce qu'en gros ils ont 3 joueurs qui pourraient aussi bouger, mais je pense que c'est celui-là qui va partir et ils vont garder Nickel Alexander Walker et Julius Randle. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi, mais pour Miles Turner, en fait, je pense que les Pacers, quel que soit le résultat des finals, vont lui donner le contrat qu'il veut. Miles Turner, ouais, pour Miles Turner. Alors que c'est vrai que pour Minnesota, il faudra faire un choix avec surtout, je pense, entre Nasrid et Nickel Alexander Walker. Moi, j'aime bien l'option Nasrid pour Détroit, mais ça va rester quand même à Paris. Là, il décline une player option de 15 millions. Ça veut dire que je pense qu'il vise à minima 20 millions la saison. Tu vois, un contrat à 60 millions sur 3 ans. Ouais. Je vois bien Détroit offrir ça. J'espère qu'ils nous offriront pas plus, parce que ça peut. Il y a quand même encore des doutes, je trouve, sur Nasrid. Ouais. Tu vois, c'est pas. Il a pas réussi à prendre la place de Rudy à Minnesota. Alors évidemment, c'est pas du tout les mêmes profils, et il était très intéressant, surtout l'an passé en sortie de banc. Mais tu vois, il n'y a pas non plus d'immense certitude, tu vois, sur le niveau de Nasrid titulaire en NBA à 20-25 millions la saison. Avec les playoffs qu'il a fait. Ouais. Donc, j'avais pas pensé, mais il y a quand même Tobias Harris aussi à son poste qui a un peu le même profil pour le coup. Donc, je pense que tu peux associer les deux. Ils ont besoin de rotation aussi, justement. Et de toute façon, tu auras toujours Jalen Duren dans l'effectif. Voilà. Donc, mais en vrai, il me disait en conférence de presse après l'élimination que effectivement, lui, il aimerait bien être titulaire, mais qu'il n'en faisait pas non plus l'absolue priorité. Okay. Donc ça me semble pas improbable, tu vois, qu'il signe à Détroit, qu'il continue à être en sortie de banc, mais par contre qu'il ait peut-être un peu plus de temps de jeu et que ça tourne beaucoup entre lui, Duren et Tobias Harris. Tes joueurs, le projet Détroit, il est super excitant, je trouve. Il est assez excitant. Comme on disait, dans une conférence Est qui va être très ouverte, avec la blessure de Tatum, avec des Bucks, on ne saura pas trop où ils en sont. Philadelphie non plus, donc ça va être très ouvert, je pense. Il y a des places à prendre assez haut à l'Est, même Cleveland, on ne sait même pas trop, vous en parliez dans le dernier podcast, si ça bouge un peu, ce sera sûrement moins fort que l'année dernière. Justement, ouais, ça que cette année. Ça pourrait pas mal bouger, parce qu'il y a Orlando, du coup, qui suivrait Nickel Alexander Walker. Il y a eu une rumeur aussi sur l'idée d'un deal entre Jalen Suggs et Darius Garland. Pas du tout les mêmes profils. Non, vous en parliez, vous entendez parler de ça. Ouais. Et moi, j'aime bien l'option Nickel Alexander Walker au Magic, parce que j'ai trouvé la saison de Kentavious Caldwell-Pope assez décevante. Et je pense qu'il pourrait vraiment postuler une place de titulaire dans cette équipe. Lui aussi, finalement, il cherche un poste de titulaire. Et KCP, tu vois, je regardais, parce que des fois, tu as l'impression visuelle, et puis tu as aussi ce que les stats disent. Et finalement, là, les deux se rejoignent. Caldwell-Pope, cette saison, c'est 34% à 3 points, sachant que c'est un joueur que Orlando avait avait signé, pour justement apporter de l'adresse extérieure. Les 4 dernières saisons, pourtant, Caldwell-Pope, c'était 40%, 42%, 39 et 41 à 3 points. Cette saison, au Magic, ça chute à 34. Donc,
Est-ce qu'il en a pas tiré plus aussi un peu parce qu'il avait peut-être plus de responsabilités et il avait peut-être moins de shoot facile. Il avait peut-être moins de shoot facile qu'avec Nikola Jokic. Ouais. Mais la vérité, c'est que 34%, alors que l'un de tes rôles premiers, c'est d'artiller de loin, c'est beaucoup trop faible. Et je pense qu'Alexander Walker, lui, je sais pas s'il fera mieux, mais déjà, il collerait beaucoup à l'état d'esprit d'Orlando parce que c'est un super défenseur. Maintenant, est-ce que après tu gagnerais, tu passerais forcément un immense step avec Alexander Walker à la place de Caldwell Pope? Ça suffira pas. Je sais pas. Mais par contre, il est plus jeune, donc je peux penser qu'il a un plafond plus haut aussi. Ouais. Bah c'est ça. Parce que là, KCP, ça commence à plus être tout jeune, mais on est en train de dépouiller Minnesota. Là. Je pense non, encore une fois, ça reste que des joueurs qui sortaient du banc, mais mais surtout c'est des free agents, donc c'est vrai que c'est eux qui vont décider pour le coup là, c'est pas leur franchise. Donc c'est vrai. Et Orlando a aussi beaucoup d'argent à dépenser. Paulo Banchero, il est encore dans son je sais pas si il est encore dans son contrat rookie, il est à peu près 10 millions la saison. Donc pour l'instant, ils sont pas passés à la caisse. Donc j'ai presque envie de te dire que c'est maintenant qu'il faut faire gonfler la masse salariale parce qu'après ils pourront plus une fois qu'ils auront re-signé Banchero. Wagner la saison prochaine va rentrer dans son nouveau contrat, donc il va coûter beaucoup plus cher, mais il y a encore pas mal d'espace dans la masse salariale du Magic. Et j'ai envie de te dire que si tu veux avoir des ambitions et essayer de passer un nouveau cap, c'est peut-être cet été qu'il faut le faire. Et surtout, je pense prendre des risques. Clairement. Non, clairement. Et encore une fois, ça revient au fait que la conférence S va être ouverte et que Orlando, comme Détroit, fait partie des deux équipes qui a beaucoup à progresser encore et qui peut vraiment faire partie des places fortes à l'Est. Donc, non, avec un peu moins de blessés que cette saison et quelques petits ajustements, c'est sûr que cousin, comme il l'appelle, Nickel Alexander Walker, ça pourrait être pas mal. On finit avec Phoenix. Ouais, on finit avec Phoenix rapidement avec Devin Booker qui serait impliqué dans le choix du prochain coach de Phoenix. A priori, la shortlist s'est réduite à 2 noms, Johnny Bryant et Jordan Ott, qui sont tous les deux assistants de Kenny Atkinson aux Cavaliers. Alors déjà, il y a 2 infos du coup, c'est que le prochain coach des Suns sera un coach rookie, puisque les 2 hommes n'ont jamais été head coach pour le moment en NBA. Et puis la deuxième info, c'est qu'a priori, ça voudrait dire que Devin Booker fait partie de l'avenir des Suns, ce dont on pouvait douter il y a encore quelques semaines, parce que potentiellement, Phoenix pourrait faire partir beaucoup de monde, sauf Bradley Beal, puisque lui, il a sa no trade clause, donc lui, s'il veut rester, même s'ils en parlent, je ne sais pas trop comment, mais de ce que je lisais... c'est toujours l'idée de faire partie Bradley Beal et Kevin Durant. J'aime bien l'idée, en tout cas, où on parlait de reconstruction, partir sur des bases saines, mais avec quand même Devin Booker, qui reste, selon moi, ton joueur avec le plus de potentiel à l'avenir, hein, sans parler de Kevin Durant, évidemment. Mais voilà, je pense que pour reconstruire une franchise, enfin reconstruire, c'est peut-être un gros mot, mais quand on a vu la saison, il y a quand même beaucoup de choses à changer. Devin Booker, un coach jeune qui a l'air, donc, entre les deux, qui aura été bien formé, un bébé d'Atkinson. Moi, ça me semble intéressant. En tout cas, ça détonne par rapport à des choix qu'il y a eu pas plus tard qu'il y a 2 ans de la part de Matisse Bia, qui a l'air d'avoir appris de ses erreurs. Donc, faudra voir. Je pense qu'il il a appris de ses erreurs et peut-être que maintenant il va vouloir prendre un peu plus son temps. Ouais. C'est vrai que comme tu disais, il y a eu Frank Vogel qui avait été titré avec les Lakers. Ensuite, on a aussi Mike Budenholzer, le aussi titré avec les Bucks. Voilà. Puis encore une fois, c'est un peu dans l'air du temps en NBA, de prendre des jeunes coachs qui ont été sous les ailes de grands mentors. On peut penser à Mazzulla, Denio, je ne sais pas trop exactement. Denio, il a passé beaucoup de temps en G-League. Je ne sais plus ce qu'il a fait. En tout cas, c'est déjà. Il est resté dans le Jaren Thunder quasiment toute sa carrière. Même Atkinson, même s'il est un peu plus vieux, il est passé en étant adjoint pendant longtemps. Donc, je pense que non, c'est intéressant. Après, voilà, on les connaît pas non plus très bien, donc. En tout cas, il y en a certains qui ont prouvé que c'était possible d'arriver en NBA et de tout de suite d'entraîner des bonnes équipes, quoi. Ouais, après, je ne sais pas si Phoenix, du coup, sera une bonne équipe la saison prochaine dans la conférence Ouest. C'est aussi ça, il faudra voir la construction. Parce que là, je pense qu'on va repartir de très très loin. Après, si ça intéresse Devin Booker de participer à ce projet et que donc lui est OK pour rester, oui, c'est quand même bien d'avoir
un franchise player pour entamer ce nouveau projet. Mais il faut juste espérer pour les fans des Suns que Matisse Bia, peut-être qu'il s'investisse moins sur le côté sportif parce que c'est un propriétaire, mais c'est pas un GM. C'est encore lui qui va choisir. Ouais, c'est Brian Gregory, du coup, le nouveau GM. Ouais. Mais de ce que je lisais, c'est clairement Matisse Bia qui fait passer les entretiens, quoi. Ah, peut-être que cette fois il se trompera pas, mais je sais pas ça. Par contre, si c'est une bonne nouvelle. Mais je pense que tu as forcément des bonnes options à prendre, va falloir juste les concrétiser, mais c'est vrai que tu peux pas dire grand chose sur Johnny Bryant et Jordan Hott. C'est simplement, ce qui est intéressant, c'est que c'est simplement des profils que pour l'instant Phoenix n'a pas essayé, et avec sûrement un groupe qui aura un peu moins de star power la saison prochaine, parce que tu n'auras plus, c'est quasiment sûr, Kevin Durant. En tout cas, j'espère pour Phoenix, parce qu'on sait que on a bien vu que ça pouvait pas marcher, d'empiler les gros salaires comme ça, et même pour KD. Donc c'est, en tout cas pour Phoenix, ça sera compliqué de briller la saison prochaine dans la conférence Ouest, mais tu repars en tout cas sur des nouvelles bases, un nouveau projet qui va prendre du temps. Il faudra juste cette fois pas brûler les étapes comme ça a été fait précédemment. Ça nous annonce un bel été. Ouais, et on continuera à faire des podcasts tout au long de l'été pour évoquer toutes les rumeurs de trade, et puis on sait que ça vous intéresse. Oui, bien sûr, ça intéresse. Les finales aussi, les gens. Finales aussi. Ouais, donc on vous rappelle début des finals dans la nuit de jeudi à vendredi, émission preview jeudi à midi 45 sur Beansport 1, et puis ensuite le replay sur YouTube. Vous avez l'habitude en début d'après-midi. Écoute, merci Baptiste, et puis je vous dis à très très vite pour un nouveau numéro du podcast. Ciao. Salut.